Bonjour tout le monde. On se retrouve du coup aujourd'hui pour ce webinaire thématique sur la communication fonctionnelle, le développement de la communication fonctionnelle grâce à la solution Amikeo. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez un espace, voilà, un petit espace chat. Je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui ont pu nous faire un petit coucou. N'hésitez pas à poser vos questions dans cet espace ou des remarques. Il est fait pour ça. Comme d'habitude, ce qu'on propose sur ce webinaire thématique, c'est qu'on puisse d'abord vous présenter un peu le cadre de cette thématique, dans quel contexte on inscrit la thématique et vous présenter quelques cas d'usage. Et puis, bien sûr, à la fin, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous aussi si vous avez des questions beaucoup plus précises qui n'auraient pas été abordées. N'hésitez pas du coup à les noter au fur et à mesure dans le chat quand elles vous viennent. Et puis, on les reprendra avec Titouan et puis Julie Renaud lors de notre échange. On essaiera de balayer un petit peu toutes vos questions. On va attendre un petit peu. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a plusieurs qui écrivent. On va, comme d'habitude, attendre un petit peu que les gens aient le temps de se connecter. Je vois qu'il y a des familles et puis des professionnels qui participent à ce webinaire. Ça va être intéressant de pouvoir croiser aussi vos expériences et vos questionnements, du coup. Bonjour à tous. Bonjour Julie. Bonjour Monsieur Massin. Bon, je vois que tout le monde a l'air de bien m'entendre, de bien me voir. C'est pas mal. Je vous propose qu'on attende une petite minute de plus. Et puis après, on va démarrer pour respecter le timing qu'on s'est fixé. Je vous propose peut-être qu'on démarre 10h05. Je pense que les personnes pourront se connecter de toute façon au fur et à mesure. Hop, je vais du coup vous partager mon écran. Tac. Normalement, c'est bon. Titouan, si tu peux me confirmer que c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ok, super, je te remercie. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique autour de la communication et plus particulièrement, notre idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous donner des pistes, des préconisations, des exemples de cas d'usage pour développer notamment une communication fonctionnelle. Je ne suis pas experte, je ne suis pas orthophoniste ni experte de la CAA, mais l'idée, c'est plutôt de vous apporter, avec notre connaissance, notre expérience aussi avec l'outil et nos compétences, de pouvoir voilà, vous apporter ce qui nous semble, des éléments en tout cas, qui nous semblent importants autour de cette thématique.
On en reparlera après, mais je pense que c'est une thématique sur laquelle c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur des professionnels dont c'est le domaine de prédilection, comme les orthophonistes. Aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de prendre un temps pour pouvoir explorer un peu le cadre de ce travail autour de la communication, que ça soit expressive et réceptive, où c'est qu'on en ait des recommandations par rapport à l'accompagnement de cette thématique. Puis, on abordera aussi un enjeu communication comme un enjeu aussi sociétal et un enjeu dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap comme une nécessité, un besoin et un droit pour ces personnes. Et puis, on travaillera ensemble à identifier les compétences socles de la communication. Vous verrez, l'idée, c'est pas de rentrer en détail forcément dans chacune de ces compétences, mais plutôt de mettre en lien les compétences qui vont être sollicitées dans la communication et mettre en lien avec comment on peut travailler ces compétences-là avec les applications de la solution Amikio. Et puis, on prendra le temps, du coup, d'aller un peu plus en profondeur au travers le cas d'usage et d'essayer d'aller aussi un peu plus peut-être dans le concret sur la mise en place de la solution Amikio pour développer la communication. Et comme je le disais en introduction au début de ce webinaire, on garde toujours ce petit temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions et avoir un temps d'échange avec vous sur ces questions. Alors, je me permets juste de réajuster un peu mon écran. Hop. Donc, développer la communication expressive et réceptive, on va spécifiquement s'intéresser aux personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et ou un trouble du développement intellectuel. Et du coup, les recommandations qu'on peut trouver dans l'accompagnement de ces personnes sur cette thématique de la communication. On avait fait déjà une présentation lors du dernier webinaire sur les troubles du développement intellectuel. Donc, les TDI comme les TSA font partie des troubles du neurodéveloppement. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un trouble qui apparaît durant la petite enfance et qui va évoluer tout au long de la vie de la personne. Il se retrouve au milieu de plusieurs autres troubles du neurodéveloppement. Plus spécifiquement, le TDI va être caractérisé par une altération des fonctions cognitives qui affectent les apprentissages et ainsi il va y avoir des conséquences sur la capacité d'adaptation des personnes avec bien sûr des répercussions sur l'exécution de leurs actes de la vie quotidienne et notamment sur la communication, mais on le reverra juste après. Au niveau des personnes présentant un TSA, lui va se caractériser principalement autour de critères, des déficits persistants de la communication et des interactions sociales, et puis le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités. Donc, la communication va faire partie d'une difficulté impactant à la fois le quotidien des personnes présentant un TSA et à la fois le quotidien des personnes présentant un TDI. Maintenant, quand on parle de communication, de quoi parle-t-on ? Eh bien, pour communiquer, il nous faut du coup un émetteur, une personne qui va émettre le message et puis un récepteur qui va recevoir ce message. Ce message, il évolue dans un contexte, c'est-à-dire qu'il est dans un espace et dans un temps défini. Ce message, il va passer entre l'émetteur et le récepteur. Pour qu'il passe, il faut qu'il y ait contact. Un exemple, un regard, une caresse ou autre. Et puis, il faut qu'il y ait un code, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un langage, une modalité de communication, qu'elle soit orale ou à l'aide de pictogrammes, d'une synthèse vocale, signée, etc. Il faut qu'il y ait un code pour ce message. Notre communication est naturellement multimodale. On va utiliser les gestes, on va utiliser notre regard, notre posture, on va utiliser des signes, etc. Et elle repose d'ailleurs sur de nombreux supports
qui soit écrite, ça soit de la vidéo, que ça soit audio, etc. Donc, attention aussi, l'idée de cette multimodalité, de vous interpeller sur ce concept essentiel, c'est de faire attention aussi à ne pas forcer, entre guillemets, l'utilisateur à ne recourir qu'exclusivement à son outil de CAA, exclusivement là aux applications de la solution Amikeo une fois embarqué, d'accord? On peut continuer à utiliser des gestes, continuer à utiliser d'autres signes ou d'autres modalités de communication. Un petit point sur la différence entre la communication et le langage. La communication, c'est le fait d'établir une relation avec autrui et de lui transmettre quelque chose. On dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que intentionnellement ou non intentionnellement, on va transmettre un message. De manière intentionnelle, c'est-à-dire que je vais transmettre une information que j'ai envie de transmettre, donc je vais choisir mes mots, mon intonation, etc. Et puis de manière non intentionnelle, c'est-à-dire que par exemple, on peut se retrouver à avoir des manifestations physiques, par exemple à rougir, ce qui va donner une information que je n'ai pas voulu intentionnellement, que je n'ai pas choisi de transmettre, mais qui est quand même transmise au récepteur. Alors que le langage, c'est un processus par lequel les pensées vont devenir des signes, c'est-à-dire que c'est un système de symboles se référant à un code. Donc, on parle bien de deux choses différentes quand on parle de communication et de langage. Ce que nous disent les recommandations, donc en 2022, les recommandations de la Haute Autorité de Santé en lien avec l'amélioration de la qualité de vie des personnes présentant un TDI et de leur inclusion dans la société. Les recommandations de l'HAS précisent de respecter le ou les modalités de communication utilisées par la personne et de s'y adapter. Si la personne n'a pas encore d'outils ou de méthode de communication en expression, on va rechercher un outil, une méthode ou un support en partant de ses caractéristiques et puis en lien avec la famille. Au niveau des personnes présentant un TSA, ce qui est préconisé dans les recommandations de l'HAS, ça va être d'utiliser des systèmes de communication augmentatifs ou alternatifs au langage verbal afin de permettre à la personne d'élaborer sa pensée et de l'exprimer. Et ces aides à la communication, ils doivent être accessibles dans les différents milieux de vie de la personne et tout au long de sa trajectoire. On en reparlera aussi dans les cas d'usage, mais c'est important aussi que effectivement cet outil de communication, il soit à la portée de la personne dans tous ses lieux de vie et dans tous les moments de la journée, et puis aussi qu'il suive la personne tout au long de sa vie et de sa trajectoire, et qu'un changement d'établissement ou de lieu d'accueil ou d'aidant autour de lui n'implique pas de changement d'outil de communication. Je pense que d'expérience, on est plusieurs à pouvoir avoir ce constat-là, que effectivement dans les trajectoires des personnes, on a souvent des outils de communication qui se perdent ou qui s'utilisent plus en fonction des lieux dans lesquels évolue la personne. Et là, c'est vrai qu'on ne facilite pas à la personne, on lui enlève clairement son moyen de s'exprimer. Et du coup, voilà. Et puis, un point important aussi sur ce domaine de la communication, il n'est pas réservé qu'à l'enfance. La communication, elle peut se travailler quel que soit l'âge de la personne. Il n'y a pas de prérequis particulier. On communique tous. Donc, on va vraiment essayer d'adapter, par contre, le système qu'on va proposer de communication à la personne à son fonctionnement. La communication comme une nécessité, un besoin et un droit pour les personnes en situation de handicap, c'est rappelé à différents niveaux, notamment par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap qui a été ratifiée par la France en 2010.
et qui reconnaît qu'il importe que les personnes en situation de handicap aient pleinement accès aux équipements physiques, socio-économiques, culturels, à la santé, à l'éducation, mais aussi à l'information et à la communication pour pouvoir jouir pleinement de tous leurs droits, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Un droit qui est réaffirmé par le Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, qui appuyait la généralisation de la démarche de la communication alternative et améliorée, la CAA, afin que chaque personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, son âge ou son lieu de vie, puisse bénéficier d'un moyen de communication. Un travail qui sera engagé pour qu'il y ait des pôles ressources aussi, pour que cette mise en place dans les territoires, elle soit facilitée par l'accès à une démarche et aux outils pour les personnes et leur entourage. On a aussi une étude qui a été menée par la Croix-Rouge, intéressante au sein de ces établissements de handicap de la Croix-Rouge française, concernant le déploiement justement de la CAA. C'est une étude dont les résultats ont été publiés en 2021 et qui mettent en avant que 96% des professionnels ont découvert des compétences qu'ils ne soupçonnaient pas chez les personnes qu'ils accompagnent grâce à la communication alternative et augmentée, et que 90% des professionnels considèrent que la CAA devrait être un projet prioritaire par rapport aux autres projets menés dans leur établissement. Donc, on voit quand même l'importance de la communication, à la fois du côté des professionnels, mais aussi pour les personnes qu'on accompagne. Au sein du Code de l'action sociale et des familles, un décret qui date de 2009 qui rappelle que les missions de l'établissement ou du service comprennent des actions tendant à développer la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et à faciliter la communication et sa socialisation. Et enfin, on a également la stratégie nationale 2023-2027 pour les TND qui réaffirme l'accès à la communication alternative et augmentée et à des formations à l'autodétermination. Alors, comment on va pouvoir identifier et travailler les compétences socles à la communication ? Alors, des compétences socles, il y en a plusieurs. Comme je vous le disais en introduction, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être pas de rentrer dans le détail de la définition de chacune des compétences, de ces compétences. Mais bien sûr, c'est intéressant de le faire, par contre, au sein de vos établissements avec les équipes, d'aller plus loin sur ces compétences et notamment sur quelles difficultés peut avoir dans son développement une personne TSA ou TDI dans le développement de ses compétences. Et mon idée aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire le lien entre ces compétences et les applications Amikéo et comment vous allez pouvoir du coup solliciter et travailler ces compétences au travers de nos applications. Donc, dans les compétences socles, on va retrouver le regard, l'attention conjointe, le pointage, qui vont venir interpeller notre récepteur. Tout ce qui sont les fonctions de la communication, il y en a plusieurs. On communique pour faire des demandes, pour donner une information, pour avoir une information, etc. Faire un commentaire, exprimer une préférence, etc. Tout ce qui est aussi compétences en lien avec le jeu, on dit qu'il y a beaucoup de compétences autour du jeu qui sont des compétences qui vont permettre le développement de la communication, notamment sur le jeu symbolique et le jeu de rôle, qui est le jeu symbolique, qui est le jeu le plus abouti dans le développement de l'enfant, où on va venir changer des fonctions d'un objet, par exemple utiliser une fourchette comme étant une brosse à dents ou un téléphone, par exemple. Et puis, tout ce qui est posture, expression faciale, qui vont aussi faire partie de cette communication. Et puis, l'imitation, les gestes, la production vocale qui vont nous permettre aussi de clarifier notre message. Donc, au regard des applications Amikéo, on peut s'intéresser à l'application Puzzle
Donc, c'est une application qui permet de travailler le regard et le pointage, puisqu'on va venir déplacer une pièce sur l'écran et donc aussi venir travailler la coordination œil-main, et puis la motricité fine qui est une des capacités aussi essentielles pour exécuter des gestes précis et coordonnés. L'application Logiral, qui est une application de ralentissement des vidéos sans distorsion ni du son ni de la voix, va nous permettre de travailler l'imitation et les gestes. L'idée ici, c'est de venir, par exemple, ralentir des mouvements labiaux pour les faire retravailler aux enfants, venir retravailler des gestes aussi de communication, bonjour, au revoir, des gestes conventionnels qui sont un champ aussi important de la communication non verbale et qui peuvent aussi parfois remplacer la parole. Et ces fonctions-là, elles vont avoir aussi, ces gestes-là, une fonction sociale qui va permettre d'établir une communication et de la maintenir avec son interlocuteur. L'application Otimo, qui est une application de reconnaissance des émotions avec des jeux à l'intérieur, des jeux d'appareillement, un jeu d'intrus et un jeu de devinette, va nous permettre de venir travailler les expressions faciales, d'identifier des émotions de base et puis du coup de pouvoir adapter son comportement, sa posture dans sa façon de communiquer avec l'autre en fonction de ce qu'on observe des expressions faciales chez l'autre. On a l'application Social Andy, qui est une application qui se présente sous forme de quiz avec donc une situation qui est proposée à la personne et puis plusieurs comportements et la personne va devoir trouver le comportement adapté à la situation, associer le bon comportement avec la situation donnée. C'est une application qui va nous permettre ici de travailler la compétence socle de la communication, la posture. C'est-à-dire travailler avec lui, du coup, ses habiletés sociales, notamment la distance à respecter dans les échanges avec l'autre, et puis l'adaptation du comportement, peut-être la variation de son comportement en fonction de la situation, de l'interlocuteur, de l'état émotionnel, des normes culturelles, du degré d'intimité qu'on a avec la personne, etc. Et puis, on a bien sûr notre application Voice, qui est l'application de communication à l'aide du coup d'items, d'images, de photos, de pictogrammes que l'utilisateur va sélectionner et d'une synthèse vocale. On va pouvoir du coup travailler les différentes fonctions de la communication. On communique pour différentes raisons. Pour refuser quelque chose, demander, commenter, répondre à une question, avoir une information, etc. Et puis, grâce à la synthèse vocale, les études montrent qu'on va favoriser et soutenir l'oralisation et la production vocale du coup de la personne. Donc, c'est pour ça qu'on va voir tout de suite dans la mise en place d'un outil de communication, notamment quand est-ce qu'on peut le mettre en place, cet outil de communication alternatif. Effectivement, quand il y a une absence de langage oral ou de toute autre modalité de communication, mais on peut aussi le mettre en place quand il y a une absence, une communication orale ou une autre modalité de communication qui est mise en place, mais qu'on remarque qu'elle est insuffisamment peut-être fonctionnelle. Donc avec par exemple de l'écholalie différée, des personnes qui vont répéter des phrases ou des mots, mais sans qu'il y ait un sens fonctionnel, qu'il n'y a pas de demande en fait fonctionnelle derrière cette production orale. Insuffisamment spontanée, c'est-à-dire qu'on a une manque d'initiation ou une dépendance aux sollicitations pour communiquer. Insuffisamment intelligible, c'est-à-dire qu'on a une compréhension du langage qui va être aléatoire avec des défauts articulatoires par exemple, et puis insuffisamment aussi étendue. Donc on a une communication avec peu de vocabulaire, voire une absence de syntaxe, d'accord, des personnes qui vont communiquer par exemple qu'avec des mots. D'accord. Donc, si par exemple, on nous demande la personne communique ballon, on ne sait pas si elle veut jouer au ballon, si elle veut lancer le ballon, si elle veut pousser le ballon, tirer dans le ballon, etc.
Dans la mise en place d'un outil de communication, les avantages d'utiliser l'application Voice, par exemple, et d'utiliser le numérique par rapport à l'utilisation d'un classeur papier, c'est vrai qu'avec la synthèse vocale, c'est la synthèse vocale qui va venir soutenir l'oralisation. C'est un outil qui est universel, avec une transmission du message plus rapide. Ça, on le remarque beaucoup avec les personnes quand on commence à mettre en place, à utiliser la tablette pour communiquer. On voit que l'efficacité dans leur communication et la transmission et la rapidité de la transmission du message va venir vraiment valoriser leur tentative de communication et donc va venir les accompagner pour qu'ils puissent reproduire ce comportement. C'est un apprentissage qui est moins long, qui peut présenter aussi, qui a l'avantage aussi de répondre des fois à des besoins d'adaptation au niveau moteur, par exemple par rapport à des images qu'on doit descratcher, tendre vers la personne, etc. Là, un appui, un pointage est simplement nécessaire. Une réduction de coûts et de temps de préparation, parce que ces pictogrammes, c'est vrai qu'il faut les imprimer, les plastifier. Souvent, il faut en refaire régulièrement parce qu'ils ont disparu du classeur, etc. Là, effectivement, une fois que l'item il est rentré dans votre tablette, vous le prenez en photo, vous l'ajoutez à votre application Voice et il reste dans l'application. Une attractivité aussi du support par rapport à un classeur. C'est vrai que l'outil numérique peut avoir une attractivité plus importante auprès des personnes que l'on accompagne. Voilà. Et néanmoins, un petit point de vigilance par contre sur l'utilisation de l'outil numérique comme outil de communication, c'est d'être attentif quand même à bien travailler l'attention conjointe et que le message qui est transmis au travers de la tablette, il soit vraiment adressé à notre interlocuteur. Comment on va mettre en place cet outil? On va s'intéresser aussi, on va déterminer le niveau d'abstraction de la personne. En fonction des personnes, certaines personnes vont comprendre la photo, d'autres vont avoir un niveau d'abstraction qui leur permet d'avoir le picto. Donc là, c'est l'exemple du chien. Donc on a un premier lieu. Le tout premier, ça va être objet, mais du coup, on n'est pas concerné nous, quand on utilise une tablette. Donc, on a le niveau photo, le niveau après picto. On peut utiliser à la fois de la photo et à la fois du pictogramme. Ce n'est pas du tout dérangeant. Et puis, on a aussi le niveau avec le mot écrit. Un outil qui va vous permettre peut-être en tant que professionnel de pouvoir évaluer ce niveau d'abstraction qui est nécessaire, c'est l'outil Comvor qui peut être passé par des orthophonistes mais aussi par d'autres professionnels et qui va vous permettre de déterminer le niveau d'abstraction de la personne. Et puis, on va aussi adapter l'organisation. Donc, on va lui fournir un certain nombre d'images à disposition, d'items, on va lui mettre à disposition et on va adapter l'organisation de ces items et le niveau de guidance au profil de la personne. D'accord? On va adapter le nombre de catégories, le nombre d'items proposés, la hiérarchisation de ces catégories, etc. Dans le cas d'une transposition, par exemple, d'une personne qui utilise un classeur papier vers une application numérique, on va conseiller le fait de conserver la même catégorisation. Donc, on va reprendre exactement les mêmes pictogrammes. L'idée, c'est que l'application numérique soit vraiment pensée comme ce que trouvait la personne dans son classeur, pour lui éviter de réapprendre des choses et aussi pour prendre en compte si l'outil fonctionnait comme ça. L'idée, on ne va pas réinventer les choses. L'idée, c'est vraiment de le transposer comme ça. On va utiliser les mêmes codes couleurs pour faciliter la transition. De ne pas hésiter aussi à avoir les deux outils qui vont s'utiliser pendant un temps de manière parallèle. D'accord? En même temps, la personne va spontanément utiliser plus son outil dont elle a l'habitude, avec laquelle elle a l'habitude de communiquer. Et nous, en tant qu'aidants, on va essayer d'intégrer l'application numérique auprès de la personne pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle retrouve la même chose sur ces deux outils. Et petit à petit, on va estomper l'outil papier.
Pour travailler la catégorisation, on peut s'appuyer, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais ça peut être intéressant d'utiliser l'application Classit. L'application Classit, je vous rappelle, c'est une application sur laquelle on peut travailler la catégorisation. Donc, on va apprendre à la personne à catégoriser, par exemple, la pomme dans la famille des fruits. Et puis, on va lui faire aussi généraliser. Donc, c'est-à-dire qu'elle va travailler à la fois sur des photos de pommes, mais à la fois aussi sur du dessin ou des images représentant une pomme. Ce qui permet après aussi, en faisant le lien dans l'application numérique, de pouvoir faire le lien avec ces items-là. Pour nos cas d'usage aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir des vidéos qu'on a déjà créées, que vous pouvez consulter depuis votre espace ressources, depuis le cloud. Vous avez un espace, un nouvel espace qui a été remodelé ces dernières semaines, qui s'appelle l'espace ressources. Ce sont dans lesquels vous allez retrouver plusieurs thématiques. Donc, on a la thématique de la communication, des émotions et des habiletés sociales, de l'autonomie au quotidien et pour se repérer dans le temps. Et l'idée, c'est que dans chacune de ces thématiques, on vous propose des cas d'usage qui vont vous permettre d'être soutenus dans la mise en place de la solution au quotidien. Du coup, je vous propose une première vidéo. Alors, j'espère qu'elle va fonctionner. C'est un test aussi. Hop. Est-ce que si je fais ça? Ouais. Alors. Sacha a 6 ans. Il présente un trouble neurodéveloppemental et il ne parle pas ou pas de manière intelligente. Ah, pardon. Est-ce qu'au niveau du son et de l'image, on était bon? Je la lance. Oui, c'est très bien. Tu peux y aller. Ok. Super. Merci. Sacha a 6 ans. Il présente un trouble neurodéveloppemental et il ne parle pas ou pas de manière intelligible. C'est un enfant joyeux et énergique, mais qui se retrouve bien souvent isolé car il ne peut pas communiquer avec les autres. En utilisant l'application Classit, Sacha va enrichir son vocabulaire, mais il va aussi apprendre à catégoriser et généraliser ce nouveau vocabulaire. Par exemple, Sacha apprend à identifier les jeux disponibles à l'extérieur comme le ballon, le toboggan, la balançoire. Et les jeux disponibles à l'intérieur comme les peluches, le tableau pour dessiner. Mais Sacha va aussi apprendre tout le vocabulaire autour de l'alimentation, comme les fruits et les légumes. Quand il veut communiquer ses besoins, ses envies. Faire une demande. Raconter un événement passé. Parler de ses centres d'intérêt, réaliser des choix ou exprimer ses préférences, Sacha utilise son application Voice. Par exemple, Sacha peut construire une phrase comme « Je veux jouer à la balançoire, viens avec moi. Pousse-moi. C'est super. Je suis content. Je veux arrêter. » Je veux jouer à la balançoire. Ok, viens avec moi. Bravo Sacha, on y va. Quelques heures auparavant. Alexandre, je veux boire de l'eau s'il te plaît. Et toi Sacha, tu en veux? Je veux boire de l'eau s'il te plaît. Super Sacha, tiens voilà. Comme le font les adultes avec Sacha, vous serez attentif à modéliser l'utilisation de l'application avec lui, c'est la clé de la réussite de votre projet. Pratiquer et l'utiliser le plus possible, c'est ce qui permettra à Sacha de communiquer de manière autonome et spontanée avec Voice. La réalisation d'un bilan et la mise en place d'un suivi orthophonique sont fortement conseillés avant de débuter la mise en place d'un moyen de communication alternatif. Dans le cas d'une transposition classeur papier vers application numérique, conserver la même catégorisation ainsi que les codes couleurs facilite le passage du classeur à la tablette. Vous n'êtes pas expert en communication alternative et augmentée. Vous avez peur de ne pas réussir à apprendre à la personne que vous accompagnez à utiliser sa tablette. Stop aux suppositions et hésitations. Lancez-vous avec confiance, avec de l'aide si nécessaire, mais avec motivation et bonne humeur. Donner un moyen de communication à une personne est toujours une bonne idée. Alors merci pour eux. N'hésitez pas, il n'y a pas d'âge pour commencer.
Voilà pour la petite vidéo donc de Sacha. L'idée de ces vidéos, hein, c'est de vous présenter du coup une situation, des besoins pour Sacha dans un contexte, de vous montrer comment on peut le travailler ces compétences-là avec la solution, et puis après de voir les résultats attendus. Donc, ce qu'il faut retenir peut-être de cette vidéo, c'est le besoin de modélisation. C'est important, vous avez droit d'utiliser l'outil de communication de la personne. Il va falloir lui montrer comment on utilise Voice. C'est pas parce qu'on lui met entre les mains l'application que la personne va savoir de suite faire des phrases, communiquer, etc. Donc, il va falloir vraiment être un partenaire de communication et investir vous aussi l'outil. C'est vrai que si les adultes autour de la personne n'investissent pas l'outil de communication, il y a peu de chances que la personne l'investisse elle aussi. L'importance aussi d'adapter l'outil, donc ce qu'on va retrouver dans les propositions d'items. Là, Sacha, c'était autour de son souhait de pouvoir demander à quelqu'un de jouer avec lui. On a du coup, on a identifié, voilà, c'est sur quoi il communiquait, hein, ses motivations à la communication. Et l'idée, c'est qu'il puisse retrouver ces items-là dans son outil. L'avantage aussi de l'outil numérique, c'est que pour les personnes qui n'ont pas la possibilité forcément d'apprendre à construire des phrases, c'est qu'on peut avoir une image et noter une phrase dessous. Donc, on reste sur un message quand même qui est qui reste universel, qui est compréhensible, et la personne, elle s'exprime pas uniquement avec des mots isolés, hein, mais on va pouvoir lui mettre par exemple sa photo et mettre dessous je m'appelle Sacha. Et du coup, il a juste à appuyer sur une image pour pouvoir se présenter. L'idée aussi, ça va être de bien distinguer les séances où vous allez venir travailler des compétences, peut-être linguistiques, la construction de phrases, la syntaxe, etc. Et vraiment la communication du quotidien, où l'idée, c'est vraiment de faciliter au maximum la prise en main de l'outil à la personne. Donc, on n'est pas en train, là l'objectif pour nous, c'est qu'il puisse, par exemple, répondre à la question comment je m'appelle, comment tu t'appelles, et qu'il puisse se présenter. Donc, on va lui faciliter la vie en lui proposant une image, une photo de lui sur lequel, quand il appuie, ça fait la phrase « Je m'appelle Sacha ». De bien aussi multiplier les opportunités, de ne pas cantonner l'outil de communication à un seul contexte ou avec une seule personne, mais de multiplier les opportunités avec cet outil-là. Très vite aussi, il va falloir penser le transport de l'outil, parce que c'est un outil qu'il faut gérer, donc soit qu'il faut mettre dans un sac, qu'il faut apprendre à poser quand on va dans une pièce, ou en récréation, qu'il faut qu'on puisse être disponible, mais que l'enfant va peut-être pas courir avec sa tablette ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment penser le transport de l'outil et éventuellement faire des rappels visuels. D'accord, vous pouvez ajouter, par exemple, sur le porte-manteau de la personne quand elle arrive sur son lieu d'accueil, le porte-manteau, on va lui rajouter une petite image de sa tablette pour que de suite, hop, elle pense à sortir la tablette du sac. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi des outils de ce type et à faire des rappels visuels et pas tout le temps à attendre que la consigne de l'adulte soit donnée pour qu'il sorte la tablette. Après, petit à petit, ils vont ritualiser l'usage de l'outil, donc ça va rentrer dans leur routine. Mais au départ, bien sûr qu'il faut utiliser ce type de rappel. Rapidement, on va essayer aussi de généraliser quand même à différents lieux, à différentes personnes. Et puis aussi à ne pas utiliser l'outil, à ne pas solliciter l'enfant pour qu'il utilise, ou la personne qu'il utilise l'outil qu'avec les aidants. D'accord? Il peut communiquer avec les autres enfants ou avec les adultes autour de lui avec son outil-là. Et je pense que c'est important aussi que l'outil ne fasse pas partie uniquement d'un moyen de communication avec les aidants autour de moi. Et puis, la question de la synthèse vocale, il y a souvent un mythe autour de cette synthèse vocale qui serait réservée ou utile uniquement aux personnes qui n'oralisent pas.
C'est complètement faux, hein. La synthèse vocale, elle est vraiment utile pour tous. Elle va vraiment venir soutenir l'oralisation de la personne et c'est pas parce que la tablette va parler que l'enfant ne va pas oraliser. Au contraire, la synthèse vocale a cette particularité-là par rapport aux voix humaines, c'est que l'intonation, le ton de la voix, le rythme est tout le temps le même. Ce qui va vraiment faciliter l'imitation verbale pour les personnes. Alors qu'une voix humaine, elle est plus ou moins féminine, elle est plus ou moins avec des intonations, on a des accents aussi différents. Donc les mots, on va jamais les prononcer de la même manière. Là, systématiquement, tu vas appuyer sur ballon ou balançoire, ça va être dit exactement de la même façon. Et donc, ça va vraiment faciliter l'apprentissage du langage oral. Voilà pour la situation de Sacha. N'hésitez pas, si, avec les cas d'usage, à continuer à poser des questions dans l'espace chat. On y reviendra juste après. Je vous propose quand même un deuxième cas d'usage d'une personne adulte, Camille, voilà, avec d'autres besoins du coup aussi de par son âge. Donc, je vous lance la vidéo. Normalement, ça devrait fonctionner comme tout à l'heure. Camille a 45 ans, il présente un trouble neurodéveloppemental et ne parle pas de manière intelligible. Il semble bien comprendre ce qu'on lui dit et peut construire des phrases malgré ses difficultés d'articulation. Son entourage le comprend bien, mais pas les personnes qui ne le connaissent pas. Cela frustre beaucoup Camille. En utilisant l'application Classic, Camille va enrichir son vocabulaire et améliorer sa prononciation grâce à la synthèse vocale. Il va aussi apprendre à catégoriser et généraliser ce nouveau vocabulaire. Par exemple, grâce à Classic, Camille va développer son vocabulaire du quotidien en apprenant que le lait est un aliment de la catégorie des produits laitiers, les pommes de terre des féculents, les gâteaux des produits sucrés. Quand il veut communiquer ses besoins, ses envies, se présenter, faire une demande, raconter un événement passé, parler de ses centres d'intérêt, réaliser des choix ou exprimer ses préférences, Camille utilise son application Voice. Camille peut par exemple construire des phrases comme « Je m'appelle Camille, j'ai 45 ans, je veux payer mes courses. Je veux acheter du pain, j'aime faire du jardinage. Je m'appelle Camille. Enchantée Camille, quel âge as-tu? J'ai 45 ans. J'aime faire du jardinage. Moi aussi j'aime le jardinage, mais uniquement quand il fait beau. J'aime faire la cuisine. Et toi Camille, qu'est-ce que tu aimes? J'aime faire du jardinage. C'est super le jardinage quand il y a du soleil. Comme le fait l'entourage de Camille, vous serez attentif à modéliser l'utilisation de l'application avec la personne que vous accompagnez. C'est la clé de la réussite de votre projet. Pratiquer et l'utiliser le plus possible, c'est ce qui permettra à Camille de communiquer de manière autonome et spontanée avec Voice. Vous n'êtes pas expert en communication alternative et augmentée. Vous avez peur de ne pas réussir à apprendre à la personne que vous accompagnez à utiliser sa tablette. Stop aux suppositions et hésitations. Lancez-vous avec confiance, avec de l'aide si nécessaire, mais avec motivation et bonne humeur. Lancez-vous sans a priori, il n'y a pas d'âge pour développer ses compétences de communication. Donner un moyen de communication à une personne est toujours une bonne idée. Alors merci pour eux. Voilà du coup le deuxième exemple, deuxième cas d'usage profil voilà, de personne qui est plus âgée.
qui effectivement, hein, ce qu'on peut retenir, c'est que effectivement, comme évoqué dans l'introduction, elle se fait bien comprendre par son entourage, hein, qu'elle a l'habitude de sa façon de communiquer et qui est habituée à ce fonctionnement-là. Par contre, pour le plus grand nombre, ça va le bloquer, hein, et donc le mettre dans une situation d'exclusion puisqu'il ne va pas pouvoir communiquer et être compréhensible par le plus grand nombre. Donc l'idée, c'est vraiment d'être attentif à ça. Souvent, on a l'impression que les personnes qu'on accompagne, parce qu'on a l'habitude, hein, d'être avec elles, communiquent et qu'il n'y a pas forcément de besoin de se faire comprendre. Et en fait, quand on est face à des personnes extérieures, on se rend compte que non, elles ne sont pas forcément compréhensibles par le plus grand nombre, ce qui va créer des situations d'exclusion pour la personne. D'explorer aussi, je pense qu'à chaque âge, il y a des fonctions et des raisons de communication qui sont différentes. Au-delà de chaque âge, hein, on a des moments dans la journée ou des périodes où on va... Et c'est important d'explorer d'autres fonctions de communication que uniquement la demande. C'est important effectivement d'apprendre à demander, notamment de l'aide ou à demander à pouvoir répondre à ses besoins vitaux. Mais c'est important aussi de pouvoir communiquer peut-être sur ses centres d'intérêt, de savoir se présenter quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Nous, naturellement, on va se dire, tu sais, je m'appelle Amélie, voilà, je fais ça dans la vie, on va se présenter un petit peu. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser aussi cette possibilité-là sur la tablette, de pouvoir dire des choses d'eux et de parler et de pouvoir d'ailleurs les communiquer ou pas, mais d'avoir la possibilité de les avoir sur leur outil. L'outil aussi de communication, il doit rester ludique. Ça en lien avec le point de dessous. La communication n'est pas uniquement un travail. Souvent, on a quand même beaucoup d'attentes autour de l'utilisation de cet outil. Ce qui peut arriver, ou des fois, moi j'ai observé des situations où du coup, on a des personnes au bout d'un certain âge ou d'un certain temps, ils veulent plus du tout entendre parler d'outils de CAA, de pictogrammes, de tablettes, etc. Il y a eu une expérience qui a été trop poussée sûrement pour la personne. Alors, l'outil ne doit pas être distractif non plus, hein. Ce n'est pas un outil de distraction et occupationnel. L'outil doit rester vraiment mon outil de communication. La tablette, c'est mon outil de communication. Donc, il faut mieux séparer les supports quand c'est le cas, hein. Il y a déjà des personnes, des adultes notamment, qui ont des tablettes pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux, à des applications ludiques. Et puis, on va avoir vraiment notre outil, notre solution Amikéo, notre tablette Amikéo, sur lequel, là, on va vraiment venir appuyer le fait que ça, c'est un outil de communication. Et il faut que ça reste un moment, la communication, quand on est dans l'échange avec quelqu'un, on est dans un échange, dans quelque chose d'une relation positive et chouette. Une idée aussi, une question qui revient souvent dans les formations, c'est est-ce qu'il est nécessaire de maîtriser du coup par exemple un classeur de communication avant d'utiliser la tablette? Pas vraiment en fait. On peut apprendre à utiliser directement une tablette comme un premier outil de communication. Il n'y a pas de prérequis et de passage obligé par du pictogramme ou de l'échange d'images ou du signe ou une autre modalité pour aller vers un outil d'e-tech, un outil type tablette. Et puis, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, l'importance aussi d'avoir accès à l'outil en permanence et partout. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va en permanence utiliser son outil de communication, mais en tout cas, il faut qu'effectivement, dans les différents espaces dans lesquels elle va évoluer, elle puisse savoir où elle peut trouver cet outil-là, le rendre accessible et lui faciliter du coup ses tentatives, hein, ses prises d'initiative dans l'usage de l'outil. Donc, pour conclure ce webinaire, un petit résumé du coup de ce qu'on entend par communiquer de manière fonctionnelle, c'est pouvoir exprimer un refus de manière adaptée, hein. C'est pas que faire des demandes, mais c'est aussi pouvoir dire je ne veux pas, je n'ai pas envie ou je n'aime pas. De manière adaptée, demander une information avec qui je vais faire ça, qu'est-ce que je vais faire après, quel âge tu as, etc. Hein, quand on est dans l'échange aussi en train de rencontrer une personne, il y a un jeu de questions-réponses avec cette personne-là.
Exprimer une préférence, pouvoir visuellement prendre connaissance de ses choix pour pouvoir exprimer une préférence. Se présenter, je l'ai dit, répondre à des questions de connaissance, comment tu t'appelles, quel âge tu as, où tu habites, etc. Qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes manger, voilà. Pouvoir demander de l'aide, très important, et pouvoir exprimer ses besoins en général, mais essentiellement aussi ses besoins vitaux, pouvoir les exprimer. Et donc, avant de se lancer, on va se poser la question, par exemple, pour Sacha ou pour Camille, pourquoi la personne communique-t-elle? Sur quelles raisons? Est-ce qu'elle fait plutôt des demandes? Est-ce qu'elle aime faire des commentaires? Elle fait plutôt des blagues? Elle aime raconter des choses sur les autres? Voilà. Comment elle le fait d'habitude? Est-ce qu'elle interpelle ou pas? À propos de quoi elle va communiquer? Avec qui elle a l'habitude de communiquer? Et quand et où elle communique? Ça va nous permettre de dresser un peu un tableau de la personne et de pouvoir s'appuyer sur ces informations-là pour développer, soutenir sa communication et puis la rendre de plus en plus fonctionnelle et généralisée. Et donc, on vous invite, comme dans les vidéos, à vous lancer dans ce travail-là de communication, à vous lancer. C'est souvent une chouette expérience. Et une belle valorisation aussi de la personne. On découvre vraiment la personne au travers de ses objectifs de communication. Je m'arrête là pour la présentation. J'ai été un peu longue, je m'en excuse, mais je pense que ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter non plus trop rapidement. Hop. Merci beaucoup Amélie pour cette présentation. Alors, je crois qu'il y avait pas mal de questions techniques auxquelles Titouan a pu répondre au fil du webinaire. Merci Titouan. Tout à fait. Il y a quand même une question qui reste à laquelle je n'ai pas encore répondu, si vous voulez commencer avec ça. C'est pour utiliser Amikeo, il faut travailler d'abord le déplacement puzzle avant d'utiliser les autres applis. Alors, en effet, pour appréhender de manière correcte une interface tactile, il faut s'y sensibiliser. Après, pour utiliser l'application Voice, on va devoir surtout maîtriser le pointé. L'application Puzzle, elle permet de travailler cette compétence de motricité fine qui est celle du pointé déplacé. Pour utiliser Voice, on peut uniquement maîtriser le pointé. Mais effectivement, c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser Puzzle pour le travailler en amont. Et puis, on pourra même utiliser dans Puzzle, vous savez, toutes nos applications sont personnalisables et on pourra même utiliser dans Puzzle intégrer en fait des pictos que vous utiliserez aussi dans Voice pour pouvoir déjà familiariser l'enfant ou l'adulte avec les pictos ou les photos qu'il utilisera dans son outil de communication. Voilà. Tout à fait. Pour compléter, peut-être Julie, c'était vraiment effectivement ce qu'on a vu par rapport aux compétences socles et du pointage, donc qui va être une compétence qui va être nécessaire à la communication. L'avantage aussi que vous allez retrouver dans votre application Voice, c'est que vous allez pouvoir aussi adapter la taille des items, ce qui peut faciliter pour les personnes qui n'ont pas un pointage très précis, pour faciliter la prise en main de l'application. Vous avez 3 tailles différentes d'items qui peuvent aider justement pour les personnes qui ont des grosses difficultés de motricité fine. Tout à fait. Et continuer à travailler le pointage sur Puzzle en utilisant en parallèle Voice avec une taille adaptée. Tout à fait. Titouan, je ne sais pas, tu as répondu à l'intégralité des questions de ton côté? Ah, tu es mute. Pour l'instant, il me semble que oui. Alors, en faisant une mise à jour sur une tablette de 2017, tout a changé, notamment l'écran d'accueil, ce qui perturbe l'utilisateur. Comment peut-on revenir à un écran d'accueil simple? Alors, c'est probablement l'écran d'accueil de Android qui a changé. Vous pouvez, normalement, il y a une fonctionnalité pour changer le fond d'écran. Donc, vous pouvez soit choisir une photo et le faire à partir de la galerie, soit dans les paramètres de l'application, vous pouvez changer le fond d'écran. Dans les paramètres de la tablette, oui. Dans la tablette. Les paramètres classiques de la tablette qui vous permettront de changer de fond d'écran. De toute façon, si vous avez vraiment un souci pour le faire,
Vous pouvez joindre notre support soit par téléphone au 09 72 39 44 44 ou par mail à support@auticiel.com et ils pourront vous aider si jamais vous avez un souci. Je me demande aussi si c'est pas un lien avec la mise à jour peut-être Android et la petite Difficulté. FAQ que... Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à contacter le support. Je vois une autre question. Est-il possible de créer plusieurs profils sur l'appli Voice? Si j'utilise l'appli en cabinet d'ortho pour différents patients, par exemple, s'ils n'ont pas encore leur propre outil. Alors, je crois qu'il y a deux façons de répondre à cette question. La première, c'est qu'effectivement, l'idée n'est pas de créer plusieurs profils, donc ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on l'a pensé comme étant évidemment l'outil individuel, l'outil de compensation, l'outil de communication de la personne. Par contre, je comprends votre besoin spécifique, qui est celui effectivement d'une utilisation en cabinet pour réaliser des tests, des débuts de mise en place. Et là, nous, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est à créer en fait une catégorie par enfant, peut-être, dans l'application Voice pour démarrer les usages. Mais effectivement, il n'y a pas cette possibilité de multi-profil. Bonjour, nous pouvons connecter en Wi-Fi ou 4G. Alors, vous pouvez vous connecter uniquement au Wi-Fi. Non. Et il y a... Vas-y, dis-toi. Alors, je suis peut-être en train de dire une bêtise, vas-y. Si vous avez la 4G sur votre appareil, vous pouvez aussi vous connecter avec la 4G. Par contre, les applications, elles fonctionnent également hors ligne. Donc, vous pouvez les utiliser sans être connecté au Wi-Fi ou en 4G. C'est ça. C'est ce que j'ai mis dans mon précédent message. Toutefois, on recommande de connecter régulièrement les applications, enfin les tablettes ou les téléphones à Internet pour que les contenus se synchronisent en ligne et éviter tout risque de perte de vos contenus et permettre la remontée des données d'usage de votre bénéficiaire que vous recevez ensuite par mail tous les mois. Néanmoins, petit point sur les packs Amikeo et les tablettes que nous on propose, il n'y a pas la possibilité de connexion 4G. Sur les tablettes qui sont proposées dans les packs Amikeo, vous ne pouvez pas les connecter en 4G, c'est que du Wi-Fi. Si vous souhaitez, vous pouvez vous acheter par contre des tablettes qui, elles, se connectent en 4G avec un abonnement. Peut-on utiliser le même compte sur Android et sur iPad? Oui, c'est possible. Toutefois, il faut faire attention à comment vous avez souscrit à votre abonnement. Vous pouvez vous abonner aux applications. Alors, si vous vous êtes abonné, enfin, si vous avez acheté une tablette Amikeo via Auticiel, il n'y a pas de souci. Si vous êtes abonné via un store d'applications, donc vos applications, elles sont reliées à ce store-là, donc soit le store Android, soit le store Apple. Nous, pour pallier à ce problème, on permet maintenant depuis un peu plus d'1 an aux gens de s'abonner à nos applications directement auprès d'Auticiel. Dans ce cas, il faut résilier votre abonnement via le store d'application par lequel vous l'avez souscrit et vous réabonner directement via votre espace cloud Auticiel. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez vous connecter de partout, que ce soit sur Android ou sur Apple en même temps. Si vous avez besoin d'aide pour faire ça, je vous invite à vous rapprocher du support parce que c'est une manipulation qui peut être un peu compliquée et surtout, il faut vraiment faire attention à avoir bien résilié son premier abonnement avant d'en souscrire à un nouveau, au risque d'être prélevé 2 fois, de 2 abonnements. Et il faut également veiller à bien avoir synchronisé tous ces contenus en ligne avec l'espace cloud pour être certain qu'il n'y ait pas de risque de suppression des contenus lorsque vous allez vous déconnecter, vous reconnecter et changer d'abonnement. Alors, on a quelqu'un qui dit: «Merci et la tablette qui est en vente, nous pouvons donc mettre la 4G?» Alors, peut-être je reprécise. Non, la tablette qui est en vente, vous ne pouvez pas mettre la 4G dessus. Voilà. Que du Wi-Fi. Merci. Bon. Je vois que quelqu'un écrit encore. Je pense que sinon, on avait répondu à l'ensemble des questions. Super. On va attendre la dernière question, peut-être? Ouais. Merci, je dois partir. Ah bah d'accord, OK. Très annuel de l'abonnement?
Je suis en train de vérifier sur le site parce que j'ai toujours un doute. Je crois que c'est 169,99 si je ne me trompe pas. Oui, je suis en train de vérifier aussi. Oui, c'est ça, 169,99, c'est ça, pour l'abonnement à l'année. Et pour rappel, ce sont des abonnements qui peuvent être pris en charge par la MDPH au titre de la PCH. On voit quelqu'un qui note, pour résumer, 2 enfants avec problématique de tablette. Effectivement, c'est un outil de communication. Ouais. C'est le cas. Et on prend peut-être une dernière question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter à contact@outiciel.com. Merci beaucoup à vous pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Ah oui, même en randonnée, oui. Le plus compliqué, effectivement, c'est de prendre la tablette partout, même en randonnée. Et oui, on essaye. Oui, après, On essaye, mais... En tant que particulier, vous pouvez aussi avoir plusieurs appareils connectés à votre compte, auquel cas, vous pouvez toujours mettre l'application sur votre téléphone. C'est sûr que c'est un peu plus agréable à utiliser sur votre tablette, mais ça peut permettre d'avoir un outil de secours si jamais on a oublié la tablette. Tout à fait. Et puis, vous avez aussi une fonctionnalité dans l'application Voice qui va vous permettre aussi de pouvoir exporter une partie ou la totalité du contenu de votre application en PDF et donc de l'imprimer aussi. Si des fois, voilà, vous savez que vous partez plusieurs jours, vous n'allez pas pouvoir, pour X ou Y raison, charger la tablette ou autre, vous avez aussi toujours cette possibilité-là pour que la personne reste avec un outil, puisse continuer son équipement, à communiquer. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires? Oui, il y aura d'autres webinaires. Il y en a un par trimestre. Voilà. Oui, je vous invite, si vous êtes une famille, à aller sur le cloud. Vous pouvez retrouver les replays de nos webinaires ou bien directement sur notre chaîne YouTube. Si vous tapez webinaire Amikéo Outiciel, vous tomberez aussi sur les différents webinaires qu'on a pu organiser jusqu'à maintenant. Amikéo est-elle seulement en version française? Non, c'est disponible également en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Et en arabe, je crois aussi. Non. Pas encore, ok. Et pour la possibilité d'avoir l'appli Voice un mois, vous pouvez l'avoir pendant 2 semaines gratuitement. Il suffit de télécharger l'application et de suivre le processus qui s'affichera dès le départ et vous pourrez tester pendant 2 semaines, 14 jours. Ok, très bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Merci beaucoup à tous. Merci. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci Titouan pour toutes tes réponses. Merci beaucoup Amélie pour la présentation. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous pour votre participation et puis pour l'intérêt aussi que vous portez à cette solution. Et j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos doutes ou de vos questions et que vous allez pouvoir vous lancer plus sereinement dans la mise en place d'un outil de communication. Très bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.